Baccalauréat Amérique du Nord 2022, l'épaisseur du matelas du saut à la perche. Armand Duplantis, un athlète américano-suédois, détient le record du monde du saut à la perche en ayant franchi une barre à 6,18 mètres. Le principe du saut à la perche repose sur la conversion de l'énergie cinétique issue de la course d'élan du perchiste en énergie potentielle de pesanteur. L'athlète plante la perche en bas du sautoir et la plie. L'énergie cinétique issue de la course est alors transformée en énergie élastique et emmagasinée par la perche. Lorsque celle-ci se détend, elle restitue cette énergie élastique à l'athlète. On passe ainsi d'un mouvement horizontal, la course, à un mouvement vertical, le saut. Aujourd'hui, les perches en fibre de carbone restituent de manière quasiment intégrale l'énergie emmagasinée. Dans cet exercice, il s'agit d'étudier les transferts d'énergie lors de la phase d'ascension, de déterminer la vitesse d'impact de l'athlète sur le tapis et de vérifier que l'épaisseur du matelas de réception évite que l'athlète ne se blesse. Dans tout l'exercice, on assimile l'athlète à son centre de masse et on note Z, l'altitude par rapport au sol. La masse de l'athlète est de 79 kg, l'intensité du champ de pesanteur terrestre est de 9,81 Newton par kg. Étude de la phase ascendante. Le mouvement complet d'Armand Duplantis lors de son record du monde est filmé, puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage. Les données de la partie ascendante du mouvement sont traitées à l'aide d'un programme écrit en langage Python, qui permet de représenter l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques, potentiel de pesanteur, potentiel élastique et mécanique du système défini par l'ensemble sportif plus pêche. Un extrait de ce programme est donné ci-dessous. Pour la partie ascendante du mouvement de l'athlète, on obtient les courbes suivantes. Identifiez parmi les courbes A et B celles représentant l'énergie cinétique et celles représentant l'énergie potentielle de pesanteur. Justifiez les choix. L'énergie potentielle de pesanteur a pour expression masse fois intensité du champ de pesanteur fois Z, mgz. Lors de la phase ascendante, Z augmente, donc l'énergie potentielle de pesanteur augmente. La courbe qui est croissante au cours du temps est la courbe B. C'est elle qui représente l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur par rapport au temps. Lors de la phase ascendante, la vitesse de l'athlète diminue. Son énergie cinétique également, puisque l'énergie cinétique est égale à 1,5 fois la masse de l'athlète fois la valeur de la vitesse au carré. Dans un premier temps, la courbe A est bien décroissante. C'est elle qui représente l'énergie cinétique de l'athlète. Recopier et compléter le code des lignes 27 et 28 du programme. La ligne 28 consiste à calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système athlète plus perche à un instant donné. Les valeurs de l'ordonnée Z ont été introduites dans une liste en ligne 15. L'énergie potentielle de pesanteur se calcule en multipliant la masse du système par petit g et par l'ordonnée Z du centre de masse du système. Nous allons donc noter que la ième valeur de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à petit m fois petit g fois la ième valeur de petit z. De même, les valeurs de la vitesse à l'instant ti sont inscrites dans une liste qu'on a nommée petit v. Afin de calculer la ième valeur de l'énergie cinétique, nous allons multiplier 0,5 fois la masse petit m du système fois la ième valeur de la vitesse élevée au carré. Pour noter la puissance
nous utilisons deux astérix. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse du système fois la vitesse au carré. Extraire du programme la valeur de la vitesse initiale d'Armand Duplanty. Les valeurs de la vitesse sont inscrites dans la liste V de la ligne 16. La valeur initiale de la vitesse est donc de 10,063 mètres par seconde. Nous rappelons que dans un nombre décimal sur Python, la virgule est remplacée par un point. Sur Python, la virgule est utilisée comme signe de séparation. L'énergie potentielle et élastique augmente avec la déformation de la perche. Identifiez parmi les trois situations ci-dessous celle qui correspond à l'instant t égal à 0,9 secondes. Justifié. Voyons la courbe qui représente l'énergie potentielle et élastique. À 0,9 secondes, l'énergie potentielle élastique est maximale. Elle correspond donc à la déformation maximale de la perche, ce qui correspond à la situation 2. Armand Duplantis franchit la barre grâce à une technique d'enroulement. Ainsi, son centre de masse se situe en un point A, légèrement en dessous de la barre au moment du franchissement. En exploitant le graphique précédent, déterminez la valeur de l'altitude maximale ZA par rapport au sol, atteinte par le centre de masse de l'athlète. Lorsque le centre de masse de l'athlète atteint l'altitude maximale ZA, sa vitesse est nulle, son énergie cinétique est nulle, et son énergie potentielle de pesanteur est donc maximale. Elle vaut 4700 joules. Comme l'énergie potentielle de pesanteur est égale à m fois g fois z, l'ordonnée ZA atteinte est donc égale à l'énergie potentielle de pesanteur maximale divisée par la masse de l'athlète divisée par l'intensité du champ de pesanteur petit g. 4700 divisé par 79 divisé par 9,81, cela nous donne une altitude maximale atteinte de 6,06 mètres. La vitesse d'impact sur le tapis de réception. Au moment du franchissement de la barre, le centre de masse de l'athlète se situe à l'altitude ZA et sa vitesse est considérée comme nulle. On note ZB et l'altitude du centre de masse de l'athlète au moment de son impact avec le tapis. On négligera l'action de l'air. D'après le schéma ici, ZB correspond à l'épaisseur du tapis. Justifiez qu'après le franchissement de la barre, l'athlète est en chute libre. L'athlète n'est plus soumis à la force exercée par la perche. Les actions de l'air sont considérées comme négligeables. Il n'est soumis qu'à son poids. Il est donc en chute libre. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique ou la loi de conservation de l'énergie mécanique, déterminez l'expression de la vitesse d'impact de l'athlète sur le tapis en fonction de l'intensité du champ de pesanteur, de l'ordonnée ZA et de l'ordonnée ZB. Commençons par déterminer la relation à l'aide du théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique du système est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système. L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale au travail du poids au cours du déplacement AB. L'énergie cinétique au point B est égale à 1/2 fois m fois la vitesse au point B au carré. L'énergie cinétique au point A est égale à 1/2 fois m fois la vitesse au point A au carré. Le travail du poids au cours du déplacement AB est égal à petit m fois petit g fois l'altitude du point de départ, ZA, moins l'altitude du point d'arrivée, ZB. La vitesse de l'athlète au point A étant nulle, l'énergie cinétique au point A est nulle. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par la masse de l'athlète. Nous en déduisons que le carré de la vitesse au point B est égal à 2 fois petit g fois ZA moins ZB et que la vitesse au point B est égale à racine carrée de 2 fois g fois ZA moins ZB. Démontrons cette relation à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique.
L'athlète n'est soumis qu'à son poids, il n'y a pas de force dissipative, l'énergie mécanique de l'athlète se conserve entre le point A et le point B. Donc l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Nous obtenons que l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point A moins l'énergie potentielle de pesanteur au point B. L'énergie cinétique est égale à 1,5 fois la masse de l'athlète fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur a pour expression mgz. À partir de là, la démonstration est la même que pour le théorème de l'énergie cinétique. On donne ZA moins ZB égale à 5,31 mètres. Calculer la valeur de la vitesse d'impact de l'athlète. Reprenons l'expression précédente. Remplaçons ZA moins ZB par 5,31 mètres et petit g par 9,81. Nous obtenons que la vitesse de l'athlète au moment de l'impact est de 10,2 mètres par seconde. Épaisseur du matelas. On considère le repère OXZ. Au moment où l'athlète arrive sur le matelas, son centre de masse est animé d'une vitesse V0 dont la composante verticale est moins 10,2 mètres par seconde. On considère que la composante horizontale de la vitesse est nulle. V0x est égal à 0. On modélise l'action du matelas sur l'athlète par une force constante F indice T verticale vers le haut. Pour ne pas provoquer de blessure lors de la phase de réception, le matelas se déforme pour que la valeur de l'accélération subie par le corps de l'athlète ne dépasse pas 10 fois l'accélération de la pesanteur, soit 10g. La composante selon z du vecteur accélération est égale à 10 fois g. Après avoir fait un bilan des forces s'exerçant sur Armand Duplantis lors de la réception et en utilisant la seconde loi de Newton, démontrer que la valeur Ft de la force exercée par le tapis est égale à 8,52 kN. Lors de sa réception sur le tapis, Armand Duplantis est soumis à son poids P et à la force exercée par le tapis F indice T. Appliquons à Armand Duplantis la seconde loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La masse d'Armand Duplantis multipliée par le vecteur accélération de son centre de masse est égale à la somme des forces exercées sur Armand Duplantis. Le poids est égal à la masse multipliée par l'accélération du champ de pesanteur petit g. Projetons cette relation sur l'axe des ordonnées, OZ. La masse d'Armand Duplantis multipliée par la composante de l'accélération suivant z est égale à la masse d'Armand Duplantis multipliée par la composante de l'accélération du champ de pesanteur selon z, plus la composante de la force exercée par le tapis suivant z. Comme le vecteur g est vertical et de sens opposé à l'axe OZ, la composante selon z du vecteur g est moins g. Comme la force exercée par le tapis est verticale et orientée dans le sens de l'axe OZ, la composante selon z de la force exercée par le tapis est égale à la norme de la force. Nous en déduisons que la norme de la force exercée par le tapis est égale à la masse multipliée par la composante de l'accélération suivant z plus la masse multipliée par l'intensité du champ de pesanteur. Nous pouvons factoriser par petit m. L'accélération subie par l'athlète est égale à 10g. La force exercée par le tapis est donc égale à 11 fois g fois petit m. Petit m vaut 79 et petit g vaut 9,81. Nous obtenons que la force exercée par le tapis est de 8,52 fois 10 puissance 3 newtons ou encore 8,52 kN.
En prenant l'instant du contact entre l'athlète et le tapis comme origine des temps, et en se plaçant dans le repère OXZ, montrez que les équations horaires du mouvement de l'athlète s'écrivent V1,10Z égale à 10 fois G fois T plus V0Z. Z égale à 5 fois G fois T au carré plus V0Z fois T plus ZB. Partons de la composante de l'accélération suivant Z. A1,10Z est égal à 10 fois G. La composante de l'accélération suivant Z est égale à la dérivée de la composante du vecteur vitesse selon Z par rapport au temps. Intégrons cette relation pour obtenir la composante selon Z de la vitesse. 10 fois G étant une constante, V1,10Z à l'instant t est égal à 10 fois G fois t plus une constante d'intégration C1. Afin de déterminer la valeur de la constante d'intégration C1, nous allons utiliser une condition aux limites. La vitesse à l'instant t est égale à 0 au moment de l'impact est égale à V0Z. Donc V0Z est égal à C1. Nous pouvons donc écrire qu'à tout instant, Vz égale à 10 fois G fois T plus V0Z. La composante Z du vecteur vitesse est égale à la dérivée de Z par rapport au temps. Pour obtenir l'expression de l'ordonnée Z en fonction du temps, nous allons intégrer la relation donnant la composante du vecteur vitesse. 10 fois G est une constante multiplicative, une primitive de petit t est t carré sur 2, V0Z est une constante, une primitive de V0Z est V0Z multiplié par t. Nous en déduisons que l'ensemble des primitives de Vz sont de la forme 10 fois G fois t carré sur 2 plus V0Z fois t plus une constante d'intégration C2. Afin de déterminer la valeur de la constante d'intégration C2, nous allons utiliser le fait que Z à l'instant 0 est égal à ZB. Donc, ZB est égal à C2. À tout instant, l'ordonnée Z du centre de masse de l'athlète est égale à 10 sur 2, c'est-à-dire 5 fois gt carré, plus V0Z fois t, plus ZB. Déterminer la durée de la phase de réception. Soit T', la durée de la phase de réception. À l'instant T', la vitesse de l'athlète est nulle. Vz à T' égale à 0. Nous en déduisons que 10 fois G fois T' plus V0Z est égal à 0. T' est donc égal à moins V0Z divisé par 10 fois G. V0Z valant moins 10,2 mètres par seconde, G valant 9,81 mètres par seconde au carré, nous en déduisons que T' est égal à 0,104 secondes. La durée de la phase de réception est de 0,104 secondes. Montrez que cette épaisseur est suffisante pour que l'athlète ne soit pas blessé au sol. Afin que l'athlète ne soit pas blessé par le sol, il faut que son ordonnée à la fin de la réception soit positive. Calculons donc l'ordonnée Z de l'athlète à l'instant T', c'est-à-dire à 0,104 secondes. D'après le schéma, ZB est de 82 cm, c'est-à-dire égal à l'épaisseur du tapis. V0Z vaut moins 10,2 mètres par seconde et petit g vaut 9,81 mètres par seconde au carré. L'ordonnée Z atteinte par l'athlète à l'instant T' est de 0,29 mètres. Cette ordonnée est supérieure à 0 mètre. L'athlète n'a pas atteint le sol, il n'est donc pas blessé par le sol.